météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous reviendrons sur ce terrible bilan de l'avalanche qui s'est produite hier sur le Dôme des Écrins. 7 alpinistes allemands et tchèques sont décédés. Une femme d'une trentaine d'années a été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. En été, les avalanches sont plus rares mais plus meurtrières. Alors faut-il renforcer la prévention durant cette période ? Nous en discuterons avec Dominique Létang. Il est le directeur de l'ANENA, l'association d'études de la neige et des avalanches. C'est une première en France. Début 2016, les rues de Grenoble seront limitées à 30 km/h. Plusieurs communes de l'agglomération grenobloise appliqueront aussi cette mesure, mise en place pour favoriser les déplacements doux à pied ou à vélo. Enfin, un mot de météo. Attention, le département de l'Isère est placé en vigilance orange en raison des fortes rafales de vent. Du vent aussi, mais dans une moindre mesure en Savoie et en Haute-Savoie. Quelques timides éclaircies sont attendues cet après-midi. Les températures sont douces, jusqu'à 28 degrés en pleine. Mais d'abord, 2 pisteurs de la station de Tignes en Savoie ont été grièvement blessés dans un crash d'hélicoptère survenu ce matin alors qu'ils effectuaient des travaux de maintenance. L'appareil s'est crashé à 2400 mètres d'altitude. Il y avait 6 personnes à bord. On retrouve sur place Maëlys Chauvin. Bonjour Maëlys. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de cet accident ? Alors Pauline, l'accident se serait produit vers 8h15 ce matin au-dessus du village des Boisses dans le massif du Marais qui est juste derrière moi. 6 personnes étaient à bord de l'hélicoptère dont 4 pisteurs qui devaient être déposés là-haut pour vérifier les gazex. Ce sont ces systèmes de déclenchement d'avalanche. C'est au moment de l'atterrissage que l'hélicoptère s'est violemment couché sur le côté, probablement déstabilisé par le vent. Résultat, 2 blessés parmi les pisteurs, une femme et un homme. La première, touchée à la cuisse, a été hospitalisée à Bourg-Saint-Maurice. Le second a été héliporté au CHU de Grenoble pour un traumatisme crânien. Pour l'heure, nous n'avons pas plus d'informations sur leur état de santé. Une enquête a été ouverte par la brigade des transports aériens et la gendarmerie de Haute-Montagne pour déterminer les causes exactes de ce crash. Merci Maëlys, c'est le reportage complet ce soir dans notre édition à 19h. Je vous le disais en titre, 8 alpinistes étrangers ont été emportés par une avalanche qui s'est déclenchée hier à la mi-journée dans le massif des Écrins sur la commune de Pelvoux. 7 sont décédés, une alpiniste allemande a été blessée. Les conditions météo n'étaient pas favorables pour ce type d'ascension. Les précisions avec Pauline Guigou et Alban Poitvin. C'est derrière cette montagne, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du village de Pelvoux, que s'est produit le drame. À 11h30 hier matin, une avalanche emporte les 8 alpinistes. Une seule rescapée est transportée à l'hôpital de Briançon. L'ascension du Dôme des Écrins est pratiquée par de nombreux randonneurs l'été, mais les récentes chutes de neige ont fragilisé la voie. Cet accident, malheureusement, s'est produit en très haute montagne, puisqu'on est sous le Dôme des Écrins, à une altitude de entre 3900 mètres et 4000 mètres d'altitude. On est là-haut sur des conditions hivernales, avec une avalanche de type plaque à vent, voilà, qui a malheureusement aujourd'hui fait ce bilan dramatique. Une enquête préliminaire a été confiée au PGHM de Briançon pour déterminer les circonstances du drame, notamment les conditions de sécurité de la randonnée. Vous n'étiez donc pas encadré ? Pour le moment, on ne peut pas vous l'indiquer. On a identifié les personnes quasiment pour la totalité, comme je l'indiquais. On ne sait pas encore de manière certaine s'il y avait des guides ou un guide qui encadrait un ou plusieurs de ces groupes. C'est l'avalanche la plus meurtrière de l'année. Pour la seule commune de Pelvoux, 16 personnes ont trouvé la mort en montagne en 2015. À cette époque de l'année, des avalanches comme ça, oui, c'est quand même assez étonnant. C'est rare. Les premières, d'habitude, les premiers accidents, c'est au mois de décembre. Mais là, en septembre, ça fait bonheur, quoi. Le problème, c'est souvent que les gens ne se renseignent pas assez sur les conditions. Et puis, faut être encadré par des professionnels. Après, voilà, même avec des professionnels, ça peut se passer. La montagne, ça reste comme la mer. Hein, ça reste un endroit qui n'est pas forcément évident, quoi. Il peut y avoir des dangers à tout moment. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Briançon et les services de secours s'organisent pour recevoir les familles des victimes. Elles devraient arriver dès cet après-midi.
Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Dominique Létang. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ANENA, l'Association d'études de la neige et des avalanches. Alors une avalanche aussi meurtrière pendant cette période de l'année, est-ce si surprenant? La personne qu'on a vue dans le sujet disait c'est vraiment étonnant, on n'a jamais vu ça. La mémoire est courte parce qu'il y a souvent des accidents en septembre, c'est arrivé plusieurs fois. Et ce sont souvent des accidents particulièrement dramatiques parce que ce sont des gens qui sont encordés. Et donc s'il y a une avalanche, tout le monde est emporté dans la pente. Des avalanches qui sont dues à quoi? Aux mauvaises conditions météo? Oui, mauvaises conditions. Il a beaucoup neigé et en plus il y a eu un vent très très fort, un vent de sud qui a mis de la neige sur l'autre versant, c'est-à-dire versant nord, une plaque qu'on appelle sous le vent, est difficilement décelable, sauf que là il y avait déjà 40 cm de neige au refuge. Donc je pense que là on aurait pu peut-être éviter cette sortie. Éviter, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut plus appuyer sur la prévention, sur l'information? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Oui, il faut continuer notre travail, c'est ce que l'on fait tous les jours à l'ANENA, de prévention et de sensibilisation. Là où il faudrait peut-être appuyer un petit peu plus, c'est justement sur l'échange de données concernant le manteau neigeux entre les gens qui pratiquent la montagne, avec un réseau participatif. Et je pense particulièrement à une application qui va bientôt sortir, Avanet, et ce sera ça le principe, c'est que les gens sont en montagne et pourront donner des informations sur la qualité du manteau neigeux, ainsi que sur les observations faites avec l'aide de photos, de vidéos, et tout cela pour partager, parce que pour des étrangers qui viennent dans un massif, c'est pas évident, on n'a pas de bulletin d'estimation de risque avalanche à cette période de l'année, donc à part se renseigner, mais il y a la barrière de la langue, donc c'est compliqué. Est-ce qu'on s'équipe moins aussi pendant cette période? Parfois oui, en l'occurrence là les gens étaient bien équipés, mais il est vrai que l'été on ne pense pas aux avalanches et souvent on a remarqué que les gens manquaient d'un matériel qui permette de les localiser. Alors le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, a été chargé par le gouvernement de réfléchir justement à un plan d'action pour faire en sorte de limiter le nombre de victimes d'avalanches. Vous avez été consulté et je crois que même des moyens financiers supplémentaires vont vous être donnés. Oui, alors nous avons participé à des tables rondes, effectivement, sous l'égide de la préfecture et du ministère des Sports. On a eu effectivement, de la part du ministère des Sports, une subvention. Combien 5 000 € de plus que. C'est pas énorme? Non, c'est pas énorme. Ça nous permettra quand même de lancer des actions. Mais c'est vrai que malheureusement l'État s'est désengagé, alors que c'est une association nationale qui a été créée par l'État. Et à part le ministère des Sports, plus aucun ministère, et notamment ceux de l'Intérieur et la Sécurité civile, puisque nous sommes une association d'État, nous assurons une mission régalienne et de service public et de sécurité civile, donc il est bien dommage que l'ANENA ne soit pas plus aidée. Merci beaucoup Dominique Létang d'être venu sur notre plateau, merci infiniment. C'est une première en France. Début 2016, les rues de Grenoble seront limitées à 30 km/h et non 50 km/h. En tout, 43 communes de l'agglomération grenobloise appliqueront cette mesure mise en place pour favoriser les déplacements doux à pied ou à vélo. Quelques grands axes sont épargnés. Les détails avec Cédric Picot et Didier Albrand. C'est un chiffre auquel il faudra s'habituer. Dans quelques mois, 90% des rues de Grenoble seront limitées à 30 km/h. Au cœur du trafic, la nouvelle ne fait pas le bonheur de tout le monde. La ville est déjà assez engorgée comme ça pour avoir des limitations aussi ridicules. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant de faire ces limitations. 30 km/h dans les zones piétonnes, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, je ne sais pas comment on va faire. C'est vrai que c'est assez inquiétant. Ouais. La mesure concernera l'ensemble de l'agglomération courant 2016. Son but, réduire la pollution, réorganiser l'espace public entre piétons, voitures et vélos et surtout renforcer la sécurité de tous. La vitesse en ville, c'est dangereux et du coup, moi, parfois, je suis un peu inquiète d'être en vélo. Et voilà, du coup, je trouve que ce serait bien. Ouais. Réduire la vitesse sur une aire urbaine de près de 450 000 habitants, l'initiative est unique en France. Toutes tendances politiques confondues, 43 des 46 communes de la métro se sont engagées dans ce projet. Ce n'est absolument pas une mesure anti-voiture. C'est simplement, il faut voir quand même les vitesses. À 50 km/h en ville, nous roulons dans la réalité à 19 km/h en moyenne. Si nous passons à 30, nous roulons à 17,8. Donc il n'y a pas de variation. Il n'y a pas véritablement de variation, mais il y a une véritable sécurisation de tous. La règle des 30 km/h en ville sera appliquée dès le 1er janvier prochain à Grenoble. Elle sera ensuite en vigueur dans l'ensemble de l'agglomération d'ici à mai 2016.
Justice avec les suites de l'affaire des animaux maltraités à Châlons, dans le Nord-Isère. Hier, le tribunal de Vienne a condamné le propriétaire de ces animaux à 3 mois de prison avec sursis et 800 € d'amende. L'homme était sous le coup d'une procédure menée pour acte de cruauté et mauvais traitement. Les défenseurs de la cause animale entendent contester le jugement qu'ils trouvent ridicule, selon leurs termes. Quelques mots de politique à présent dans l'agglomération de Grenoble. Marie-Christine Tardy démissionne après 3 élections. La maire de Mélan, une des figures de la droite en Isère, l'a annoncé sur le site internet de la commune. L'élu invoque des raisons de santé. Il n'y aurait pas de lien avec l'enquête judiciaire dont elle fait l'objet. Rappelons que la première magistrate de Mélan a été soupçonnée d'avoir favorisé son époux architecte. D'un point de vue politique, la majorité devrait présenter Damien Guiguet, actuel adjoint, pour remplacer Madame Tardy. Je vous propose d'écouter Marie-Christine Tardy au micro de Marie Michelier. On l'écoute. À un moment donné, il faut que je fasse des choix. Et aujourd'hui, je vais penser à moi. J'ai passé 33 ans à penser aux autres. Mais aujourd'hui, il est urgent que je pense à moi. Les médecins me l'ont demandé. C'est une décision que j'ai prise avec réalisme, mais encore une fois avec beaucoup d'émotion. Les événements de la vie font que. Politique, toujours le candidat des Républicains et de l'UDI, Laurent Wauquiez, a dévoilé ce matin ses têtes de liste pour les élections régionales de décembre. On retrouve notamment Brice Hortefeux qui fera équipe avec Marie-Thérèse Sicora dans le Puy-de-Dôme. L'UDI aura des têtes de liste dans l'Ain et l'Ardèche et le MoDem en Savoie. En Haute-Savoie, on retrouve les noms de Martial Sadier, député. Le maire de Chamonix, Éric Fournier, est aussi présent, tout comme le jeune sénateur Cyril Pellevat. Il y a beaucoup de personnalités issues, comme on dit, de la société civile, avec pour l'Isère la présence d'une ancienne championne de ski, comme nous l'explique Laurent Wauquiez au micro de Mouloud Aïssou et Christian Conxiquer. Globalement, qu'est-ce qu'on a voulu faire? D'abord rassembler, unir tout le monde. Chez nous, il n'y a pas de tension, il y a une équipe qui est très soudée. Ensuite, mettre des gens jeunes. On aura beaucoup de monde qui seront des gens de moins de 40 ans, qui n'ont pas forcément d'engagement politique, qui viennent du monde de l'entreprise, qui sont des médecins, qui sont des sportifs, comme Carole Montillet. Et puis, enfin, des élus de terrain, parce que je ne veux pas des conseillers régionaux qui sont enfermés dans leur palais à Lyon et qui ne sont pas au service de leurs compatriotes. Et c'est cette dynamique qu'on veut pour notre région. Quelques grands chefs étoilés et leur personnel ont échangé leur toc contre des crampons hier le temps d'un tournoi de foot. Le tournoi des étoiles, 22e édition, s'est déroulé à Saint-Gervais. Une rencontre amicale et festive, mais aussi caritative. Une manifestation pilotée cette année par le chef au Savoyard, Emmanuel Renaud. Reportage Xavier Schmitt, Christian Mathieu. Allez encore, hey, hey. Non, ce n'est pas un entraîneur de foot. Son équipe est formée avec ses brigades, les collaborateurs qui travaillent en cuisine et en salle dans son restaurant. Christophe Baquier, 2 étoiles au Michelin, est le chef de la grande table du Castelet dans le Var. Ils veulent vraiment y aller et ils s'entraînent sérieusement, une fois par semaine, pour progresser. Et là, cette année, c'est pas mal puisqu'on est qualifié en deuxième partie, ce qui ne nous est jamais arrivé. Alors vous n'êtes pas sur le terrain? Non, j'ai joué la première année. Il m'a fallu 1 mois pour m'en remettre, donc je laisse ça aux jeunes. C'est une tradition depuis 1994. Le tournoi des étoilés réunit chaque année les grands cuisiniers français et leur personnel pour des matchs amicaux. Cette fois, 16 restaurants s'affrontent. La rencontre, sportive et festive, abolit la hiérarchie quasi militaire en vigueur dans la haute gastronomie. C'est un vrai moment de rassemblement. C'est pas souvent dans l'année où on se retrouve tous. On se croise souvent dans les manifestations avec des vestes de cuisine. Là, on a posé les vestes. Il n'y a pas de commis, il n'y a pas de plongeur, il n'y a pas d'homme d'entretien, il n'y a pas de jardinier. On est tous pareils sur le terrain. Le menu footballistique est allégé. Les matchs durent 10 minutes sur un demi-terrain avec 7 joueurs par équipe pour mijoter les buts. Est-ce qu'il y a un entraînement avant le tournoi? De temps en temps, mais après à Saint-Bonnet, c'est difficile de trouver un terrain qui soit plat. Donc on essaye, l'entraînement c'est surtout la cueillette des champignons, la cueillette des herbes, voilà, mais ça fait... Champignons! Les grands chefs et leur équipe tapent aussi le ballon pour une noble cause. Cette année, ils récoltent des dons au profit de l'association Enfants Cancer Santé. Du sport à présent dans ce journal avec ce résultat en hockey sur glace. Grenoble a été battu par Lyon hier soir en Coupe de la Ligue, score final 1-3. Une bien mauvaise nouvelle avant la reprise de la Ligue Magnus. Samedi, les Grenoblois accueilleront les joueurs de Strasbourg. De leur côté, les Pingouins de Morzine-Avoria léger ont battu Dijon 5-4 pour le compte de la Coupe de la Ligue.
Ce soir, après le Soir 3, vous retrouverez votre magazine Enquête de région qui fait sa rentrée au programme 2 reportages. L'un sera consacré au thème des enfants placés en famille ou foyer d'accueil. Leur nombre, malheureusement, est en progression. Et puis, autre reportage, cette fois sur le concours d'entrée au PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne à Chamonix. On parlait des avalanches tout à l'heure. Ils sont souvent les premiers sur les lieux pour secourir les victimes. Alors, avant d'en parler avec un des réalisateurs de ce sujet, je vous propose de regarder un extrait du reportage. La période va être compliquée à vivre et vous aurez vite compris si vous êtes dans le tempo ou pas. Tous, vous n'arriverez pas à franchir la barre. C'est un moment de votre vie qui se joue aujourd'hui. Ouais, super, allez. Si on leur fait des cadeaux, ce n'est pas leur faire de cadeaux. Il faut que le test reste parfaitement équitable pour que quand ils auront terminé, ils puissent être fiers de les avoir réussi. C'est bien, félicitations. Merci, ils viennent chercher une sorte de Graal, donc ils savent ce qu'on va leur demander. La concurrence est là, ils sont 24. Le nombre de places finales, on ne le connaît pas, mais on sait qu'il va y avoir 30-40% de réussite, et encore. Test d'aptitude technique et physique de la spécialité, à vos ordres, mon colonel. Repos, asseyez-vous. Bienvenue à vous, bienvenue à Chamonix et au SNISAG. Même la plus banale des salles de classe peut laisser entrevoir les plus beaux horizons. Celle-ci est un sésame vers le PGHM, les secouristes en montagne, l'élite de la gendarmerie. Sur les rangs, ils sont 24 pour une poignée de places. Parmi eux, David, Bastien et Romain. Des années d'efforts, de sacrifices pour se confronter une semaine durant au concours de leur vie, une épreuve de géant. Une épreuve de géant. Maxime Kemener, bonjour. Bonjour. Vous étiez derrière la caméra pour ce reportage avec un autre journaliste de France 3 Alpes, Jordan Guéant. Alors ce concours, c'est une succession d'épreuves extrêmement difficiles. Pourquoi sont-elles si dures, si éprouvantes, ces épreuves ? Eh ben, d'après ce que nous a expliqué le lieutenant-colonel Bonneville lors de notre première rencontre, le lieutenant-colonel Bonneville qui gère le SNISAG, l'idée c'est de les pousser dans leurs derniers retranchements physiques et mentaux pour recréer l'état de stress des interventions en haute montagne. Pour la petite anecdote, le jour de cette rencontre, une des premières phrases qui nous a été dite, c'est que l'idée, c'était que les candidats dorment le moins possible. Donc ça vous donne une idée de l'intensité de la semaine. Et du coup aussi une semaine intense pour vous. Il a fallu, oui, être... L'ambition de ce reportage, c'était d'être au plus près de ces candidats qui vivent pour certains ce qu'ils considèrent comme la semaine la plus importante de leur vie et de leur carrière. Donc pour être à même de rendre tout ça, on a dû être au plus près et donc les suivre, se réveiller en même temps qu'eux dans la nuit. On a eu des conditions météo parfois pas faciles. Voilà, donc ça a été assez intense. Oui. Et le résultat à voir ce soir dans Enquête de région après le Soir 3. Merci beaucoup Maxime Kemener, merci infiniment. À l'occasion des Journées du patrimoine qui approchent et de la mobilisation de l'antenne de France 3 samedi toute la journée, voici la photo du jour envoyée par Marie-Françoise. Il s'agit du hameau de l'Écho en Haute-Maurienne. Perché à 2000 mètres d'altitude, ce beau village de pierre est situé à 4 km de Bonneval en remontant l'Arc. On attend toujours vos photos à patrimoine@francetv.fr. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Ce soir à 19h, Daniel Despin. Passez une très belle après-midi.